Réaliser une volonté, une pulsion, agir par opposition à la pensée, à la parole et pourtant en accord avec elle. C'est la définition de l'action pour tous ceux qui la vivent. Pas facile entre les éléphants et les hippopotames. D'habitude, quand on est sur l'eau, on a d'autres problèmes que ceux des éléphants et des hippopotames, mais en l'occurrence, ça fait partie des plaisirs et des aléas du lac Caribe. Allez, coup de chapeau pour un Zimbabwéen, un ami d'ailleurs de Raymond Stoker, Paul Conley, qui a décidé de retourner dans les rapides du Zambèze, mais pour la première fois avec des kayaks, accompagné d'un des meilleurs kayakistes américains. Dans 2 ou 3 jours, nous tomberons sur les chutes les plus à pic du monde, sans doute. Mais pour le moment, nous ne faisons que nous habituer à ce que nous aurons dans quelques jours. Il y a 2 mois, j'ai descendu le Grand Canyon, les plus grands rapides en Amérique. Le défi suivant, c'était de venir ici et de descendre le Zambèze. J'attends avec impatience les rapides. Pour moi, le kayak, c'est un sport qui me permet de travailler avec la nature, à dégringoler les rivières, me retrouver dans d'énormes courants, des pyramides de vagues, des trous puissants, ou flotter le long du fleuve au cœur de magnifiques forêts. C'est ça la joie de se retrouver dans la nature sauvage. Les rapides du Zambèze sont plus dangereux que tous les autres au monde. C'est un énorme fleuve qui se retrouve parfois réduit à 30 ou 40 mètres de large. Mon kayak et moi, on pèse 70 kilos ensemble. Et il faut cette légèreté pour que l'eau ballotte l'embarcation ainsi dans les énormes courants. Je suis un aventurier californien. J'ai grandi à Los Angeles. Toute ma vie, j'ai pratiqué des sports de rivière et du ski. Ça a donné une toute autre dimension à ma vie.
Derrière ce mur de vagues écumantes, il y a un énorme gouffre qu'il faudra contourner. Puis je me laisse glisser dans le trou suivant, où il va falloir ramer dur pour esquiver un énorme rocher en forme de pyramide. Ah là là, c'est vraiment la plus belle écume que j'ai jamais vue. Un de ces jours, je le ferai en surf, et pas aujourd'hui. Bon, allez, on y va. Ah, c'est pas fini. Je sors du rapide 17. J'attaque d'énormes vagues. Il y en a pour 1 kilomètre. Il y a des types vraiment qui sont complètement dingues. Ils sont du genre à prendre des risques avec des chutes dangereuses. Pour moi, le kayak, c'est du plaisir. Juste du plaisir. Nous sommes au cœur du Ténéré, au sud du Sahara, cette enclave de 400 000 km², petite comparativement aux 8 millions de km² du Sahara. Au sud du Ténéré, aux portes du massif volcanique de l'Aïr, à un endroit où le sable et la roche semblent s'affronter. On retrouve d'autres hommes vêtus de bleu, mais pour une autre raison. Le top du Top Gun, les 8 pilotes de la plus célèbre patrouille acrobatique mondiale, les fameux Blue Angels, aux portes d'un autre désert, proche de la Californie et du Mexique. Regardez ces pilotes dotés des avions les plus performants, les fameux F-18. What is a Top Gun for you? To me, the top guys in the Navy are the guys that are out on cruise right now. They're landing on aircraft carriers at night, on the pitching deck of an aircraft at sea. All the kids, all the 17-year-olds that are working 18 hours a day, they're sleeping in very small racks or very small beds. They're not getting home-cooked meals, and they're going right back up on the flight deck. They're breathing jet fuel. They're walking, literally 5 or 10 feet from turning airplanes, risking their lives every day, every minute. Those guys are the guys that are the Top Guns to me. Bonjour Lucky Light, comment allez-vous?
Ici, les Blue Angels, we're going to fly for Ushuaia. À la limite du désert, en bordure de la frontière du Mexique, c'est ici, le fameux lieu magique, le cadre où ont été tournés des films comme Top Gun, et où s'entraîne l'escadron de prestige de la Navy américaine. La base de El Centro, célèbre, où Chuck Yeager, qui portait l'étoffe des héros, a franchi le mur du son. On ne trouve ici que le meilleur, côté homme et côté avion. Des prototypes hyper sophistiqués sont essayés dans le secret des dieux. Et on vole sur des F-18, les avions les plus performants du monde, parfaitement maniables en voltige, en fibre d'époxycarbone, avec un rapport poids-puissance inégalé. Vitesse de démonstration, 900 km/h. Jambes aussi fuselées que leur avion, ils sont 8 à avoir été sélectionnés parmi 5000. 8 qui ont coûté 8 millions de dollars à l'entraînement chacun. En protégeant farouchement leur image de marque, en les offrant aux médias au garde à vous et en grande tenue, la Navy américaine en a fait de véritables légendes. Well, today, just at sheer wind velocity. You get an air mass that's going at 30 knots, and it really affects the placement of your crossing maneuvers as well as essentially every other maneuver in the performance. On pourrait croire à un certain laisser-aller parmi les recrues, mais rassurez-vous, c'est une petite visite de Michael Landon. Vous savez, la petite maison sur la prairie. One of our many primary missions is Navy recruiting and attracting as many people as we can to get into the Navy and get interested in flying the airplanes and working for the Navy. One of the ways we can do that is by taking big-name celebrities like this. We get a lot of good publicity out of it. This is a healthy lifestyle that we lead, and we're very, very lucky. We really are. It's a great environment. I mean, you look around this pool and you see these guys. They're all at the top of their profession. It's a very, very exciting part of life that takes you right up to the edge. You feel very, very alive. You feel very, very strong. You feel good. It's part of my life. It's in my blood, and as it is with any pilot, that's his passion. He loves to fly. Am I in the right attire here? Yes, you're in the right attire. So fine. Personal pride that we got 2 hours to fix the airplane before it flies. We fix it. We'll fix it. Oh my goodness. I guess I should. Vitamins. Yeah. Stay straight. Pilot, which is what I do. My job is to set the formations. The basic distance that we fly is 36 inches, 3 feet. We fly 3 feet from our flight leader's wingtip to my canopy is 3 feet. Entourés de mécanos triés sur le volet, les Blue Angels ont 32 ans en moyenne et ne restent que 2 ans à la base pour être au meilleur de leur forme physique et psychologique.
Ces héros fabriqués à la militaire ont suivi un entraînement intense pour garder toujours une vue claire à la plus grande vitesse, pour empêcher le sang de refluer au cerveau grâce à certains exercices musculaires, des mouvements impossibles à faire au sol sous peine d'hémorragie des voies respiratoires. Mais gardez espoir, ce ne sont pas les plus grands les mieux lotis. Petits et trapus, ils résistent mieux à l'augmentation de gravité. The most difficult thing to do is when we all split up, we go into different directions, and then we all join up and re-rendezvous on the flight lead. It's not done by computers, it's done by the pilot. And you do it with the skill of your eye, the skill of your hands, and pretty much the seat of your pants. Une précision parfaite, un sang-froid à toute épreuve, une discipline impeccable. Si vous avez toutes ces qualités, engagez-vous. Les pieds à 5 mm du vide, la béquée au requin, frôler les limites de l'angoisse, flirter avec la mort en calculant les risques parce qu'on aime trop la vie. Sous l'effet d'une émotion intense, ils sont à la recherche permanente du vrai grand frisson. The higher I go, the better I feel. The more freer I feel. I just feel like, like there's no end. Like just, you can see for the money I can see forever. I just feel so, comfortable. Well, I guess in a way, if you either have it or you don't. You're either going to make it or you're not going to make it. And, time will tell. It's right off. Time will tell. Sans les Indiens Ganawagés venus des territoires canadiens, New York n'aurait certainement pas gratté le ciel du Nouveau Monde aussi haut ni aussi tôt. Génération après génération, cela fait presque un siècle qu'ils ont fait du ciel de Manhattan leur bureau. Les Ganawagés ont construit la ville poutre après poutre, boulon après boulon, la tête dans les nuages. Pas facile de les trouver, ces charpentiers célestes invisibles le jour. L'un d'eux, Albert Stokes, Ganawagé métis, a permis la rencontre. Tous les amis de Stokes sont là autour du bar après 9 heures passées en altitude.
Clyde, le plus ancien, accepte que l'on monte avec eux le lendemain matin. Là s'arrête le royaume des rampants et le plancher large et solide. Au-dessus commence celui des Indiens 200, 300 mètres et plus au-dessus du vide, sans la plus petite sécurité. Les Ganawagés travaillent vraiment sans filet. Rien n'a changé depuis la construction de l'Empire State Building, tristement surnommé en 1931 l'abattoir. 6 ouvriers du vide tombés chaque semaine, le faux pas ici est toujours mortel. À la fin du siècle dernier, les Ganawagés faisaient traverser les rapides sur des barques et leurs ancêtres iroquois ont été célèbres pour bien d'autres raisons. Chaque fin de semaine, c'est une toute autre monture qui ramène Stoke dans sa ville natale où vit son père. Pendant 30 ans, il a travaillé sur les gratte-ciel de New York. C'est lui qui a monté étage après étage les 2 tours du World Trade Center, les plus hautes du monde. Pas plus que son fils, le père Stoke ne peut expliquer l'incroyable équilibre dont font preuve les Indiens de la tribu. Oh, I don't know of any special, but I noticed that the Indians seem to do more work than anybody else, and harder work. When they start something, they like to finish it. They started on building a bridge to get more workers, and the Indians went on there, and they noticed that they get along very well on the iron, and that's how it came about. They found out they were good workers. They weren't scared of heights. Qu'il neige ou qu'il vente, ces diables d'hommes poussent chaque jour un peu plus la ville vers les nuages. En plein hiver, les gants collent au métal glacé des poutrelles qu'ils sont chargés d'assembler. 8 tonnes contre 80 kilos des dizaines de fois par jour pour faire grandir New York. Une chance sur 15 de tomber. Ces équilibristes de métier connaissent les risques et les assument pour quelques poignées de billets verts qu'ils dépenseront chez eux, à 500 km de là le week-end. Oh, I've seen a lot of men fall off, but nobody real close. Well, they're friends, but not real close friends. It's never a carelessness, but it's just it's one of those freak accidents. You make a slip and that's it, you're going off. La croix forgée qui orne la petite église de la ville rappelle à tous le lourd tribut payé par leur communauté sur tous les grands chantiers de l'Amérique. En 1907, les Indiens ont construit le pont de Québec. Un pont qu'ils n'oublieront jamais. 35 des leurs se sont écrasés en même temps que les poutrelles d'acier. Albert Stoke non plus ne l'oublie pas. S'il trompe la mort par amour du vertige, ce n'est jamais complètement sans avoir la peur au ventre. I think my dad is I think he's a really swell person. I never really knew my dad until I started doing the trade myself. And I can see why he told me one day, if you can do anything else, don't be an iron worker. Well, I've only seen it happen once, but I've seen it a couple of times, and it's not a nice feeling. It really scares you, and I've never seen anybody actually die, but I've seen people get injured, banged up, some being taken away, carried away because they couldn't walk away. But you can't look at it that way, you gotta look the other way, you know.
everybody's afraid now and then. You get afraid. When you're walking and the wind comes up all of a sudden, it throws you off balance, and you catch yourself back, you get scared, but you keep going, you know, you don't stop. You go, it happens and then it disappears, you forget all about it. It may happen quite a few times all day and it disappears all the time. I like to do things that other people can't do. And when I do stuff like that, it gives me a rush. It's like, I guess what anybody does, exciting, you know, it's a high. And I like to kid around. But I've been lucky that I haven't had any bad accidents or anything by doing this. Maybe because, I don't know. J'ai senti le choc, un souffle barbare, un remoi rock. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque, comme on ne démarre sur les starting blocks. Gare, 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 là c'est du mastoc, c'est pas du ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis à rock, j'aurai le gros cigare, en mort, les panchocs. Et l'aérogare, j'ai senti le choc, pour rentrer dardard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars, ici nous gagnons. Une manière de vérifier une fois encore que nous sommes parmi les pays qui ont une technologie les plus avancées en matière d'aéronautique, avec le fleuron des hélicoptères, supercoptères, désavoués pratiquement par l'engin que vous allez voir. Et pour la première fois, un hélicoptère réussit à faire du vol sur le dos, un hélicoptère capable de faire de la voltige et de l'acrobatie. Ça se passe au-dessus de Marignane. Les caméras d'Ushuaïa ont été exceptionnellement autorisées à embarquer à bord. Séquence frisson. Ces deux hommes sont les dompteurs du Fauve. À droite, le pilote d'essai Étienne Ehrenschmidt, à gauche, Pierre Rougier, ingénieur et copilote. Étienne Ehrenschmidt est un ancien de l'aéronavale. Il totalise plus de 7000 heures sur hélicoptère et 800 sur avion. Personnage secret, sérieux parfois jusqu'à la sévérité, l'extrême précision qu'exige son métier et les tensions qu'il induit éclatent souvent au sol, loin des cockpits, remplacés par l'humour. Pilotes hors pair, ils sont les premiers à ouvrir la voltige à l'hélicoptère. Après avoir effectué une ultime vérification de l'appareil, contact et mise en marche du rotor principal. L'engin est à l'image du tandem qui le pilote, exceptionnel. Dans les mains des ingénieurs de l'aérospatiale, le Dauphin s'est réellement mué en panthère. Déjà en 1987, ses griffes avaient accroché 2 records du monde de vitesse ascensionnelle.
Aujourd'hui, il est le seul hélicoptère français à effectuer un looping. En haut sur la petite colline, là, à droite je vire à droite, et en face de moi à midi maintenant, tu as une petite ligne avec un poteau. Vous avez la ligne? Oui. Merci. Quelques figures sympathiques. Ah la dit là. Dynamique qui est au-dessus du bouchon. Il faut s'accrocher un peu, ouais. Faire un deux oui. Alors je mets mon chrono en route. D'accord. Ok, on va faire un premier renversement. Très bien. Tu fais la suivante? Je le traite. Pour une boucle, là. Pour une boucle, oui. Et le pied, voilà, 5, 4, 3, 2, 1, top. Pour effectuer cette boucle, le Panther doit rester pattes en l'air 4 secondes, pas une de plus, avant d'amorcer un vertigineux piqué maîtrisé au centième de seconde par l'équipage. Alors ça ressemble pas à l'avion. L'avion, c'est beaucoup plus longtemps à l'envers. Hein. Beaucoup plus longtemps à l'envers, bien sûr, l'impression que j'ai eu là. Ça devrait commencer maintenant. 3, 2, 1, top. Alors on cadre. C'est parti. Là, je réduis le collectif. On recentre un petit peu, on reboucle et je retire sur le collectif après l'avoir baissé et on redescend. Et là, t'as fait une boucle. Voilà, et ça, c'est la boucle. On s'aligne. Et ce sera pour un tonneau. Oui. Fin d'une édifiante démonstration. Si le vol sur le dos stabilisé n'est pas encore à l'ordre du jour sur hélicoptère, boucles et tonneaux légèrement barriqués ne sont plus un problème pour celui-ci. Des figures que Jean-Michel Charlier n'aurait pas osé dessiner pour Buck Danny, héros de BD à l'origine de la vocation du pilote d'essai du Panther. Une aile au-dessus d'un canyon, une planche à voile sur un lac au milieu des éléphants ou la caresse d'une raie pastenague au fond des mers, c'est un geste exceptionnel dans un paysage exceptionnel. C'est la beauté, l'étonnant, l'émotion.
Jag råkade ut för en ganska allvarlig olycka för ett par år sedan. Vi var ute och seglade på Il y a quelques années, j'ai eu un accident assez grave. Nous étions en train de faire du patin à voile sur une mauvaise glace que nous n'avions pas contrôlée correctement. J'ai alors chuté en me blessant assez sérieusement. La qualité de la glace est très importante. Si elle est parfaite, on peut avancer à 100 km/h sans aucune crainte. Tout à fait au début, quand j'ai essayé pour la première fois le patin à voile, j'ai été carrément fasciné par la vitesse et l'ivresse qu'elle provoque. J'ai commencé à en faire à l'âge de 8-9 ans. J'ai été champion de Suède pour la première fois en 1973. Quand je fais du patin à voile, je vis la nature, la glace, le vent. Je dois engager tout mon corps. Si le vent est fort, il faut déployer beaucoup de force. Je pense que croiser, ce qui veut dire aller contre le vent, est ce qui est le plus excitant. Aller le plus vite possible contre le vent, ressentir le vent dans le visage, ressentir comment la voile vibre et pouvoir la contrôler.